Hey! Dans ce nouvel épisode, on reçoit Morgan Everett. Elle nous partage son amour pour le sport et surtout le lacrosse. Sa carrière de joueuse qui a dû s'arrêter subitement et comment elle a rebondi pour aller côtoyer les meilleures joueuses de D1 dans son nouveau rôle d'arbitre. Et plein d'autres anecdotes très drôles et passionnantes. Bonne écoute! Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Relax, le podcast du lacrosse. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir avec nous Morgan Everett. Morgan, salut, ça va? Très bien, et vous? Très très bien. Bah ouais, ça va, super. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. Je sais que tu es très occupé. Bah, merci pour m'avoir. Yes. Ça fait presque 2 mois, on essaye, je pense. Pardon? Ça fait presque 2 mois, on essaye de faire le podcast. Ouais, ça doit faire un truc comme ouais. ça. Effectivement, ça fait quelque chose comme 2 mois qu'on est essayé de travailler dessus. Mais bon, ça y est, enfin, le jour J est arrivé. On est parti pour faire un super truc. Donc, je te remercie, Morgane. Pour commencer, Morgane, je vais te laisser te présenter avant qu'on aille plus loin. Nous dire où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as vécu, où est-ce que tu vis, etc. Bah oui, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Morgan Everett en français, en américain, en anglais, on dit Morgan Everett. Je suis franco-américaine. Alors, ma mère est française, mon père est américain. Mon père, il vient de la Florida et ma mère, elle vient de la Bretagne. Alors, je suis aussi bretonne. Alors, ça, c'est clair. Je suis née aux États-Unis et à partir de 4 ans. On est parti pour la France. J'ai vécu 4 ans et demi en France et je suis allée à l'école publique à côté de Rennes, dans une petite ville qui s'appelle Cesson-Sévigné. Et j'ai vécu jusqu'à 8 ans et demi. Et après, on est reparti pour les États-Unis. Et depuis l'âge de 9 à 16 ans, tous les étés, le jour après le lacrosse était fini, j'étais sur l'avion pour aller en France pour faire au moins 1 mois de vacances avec ma grand-mère en Bretagne. Ok, donc ouais, tu as gardé cette attache française en fait. Oui, complètement. Ouais. Oui. Bon, bah, c'est cool, ça marche. Bon, comme tu le sais, on est sur un podcast de lacrosse. Oui. Et donc, du coup, pour t'introduire, je vais te demander où, quand et comment est-ce que tu découvres le lacrosse? Ok, alors 9 ans. Alors, je suis revenue de la France et mes parents savaient que j'adorais tous les sports. Alors, oh là là, il dit, on va faire quoi avec cette gamine-là? Elle adore faire tous les sports. Quel sport on va choisir? Alors, je suis allée visiter mon oncle et il avait des sticks de lacrosse. Il m'a essaye ça. Et j'ai complètement adoré du premier moment avoir le stick dans mes mains avec la balle comme ça. Je dis, je pense que je peux jouer ce sport-là. Alors, on est revenu chez nous, on a fait une petite recherche pour trouver un club pas très loin de moi. On a trouvé un club 10 minutes de ma maison. On dit, c'est parfait. Et depuis ce moment-là, c'était moi tous les semaines ou 2 fois semaine sur le terrain de lacrosse jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai joué et après ça, j'ai joué une année de Division 1 à lacrosse aux États-Unis aussi. Alors, J'ai fait tous les niveaux. Ok, super. Donc, tu as joué en D1, ça reviendra après. On va y revenir. Donc, du coup, dans un premier temps, tu fais que de l'extrascolaire, c'est ça? Ou est-ce que, du coup, pendant que tu fais tes études, tu fais quand même du lacrosse? Alors, on faisait le lacrosse quand j'étais jeune, après l'école, à quelques heures. Alors, l'école, ça finit environ de 15 heures de l'après-midi aux États-Unis. Et le lacrosse, ça commençait environ 17 heures. Alors, j'avais moins de 2 heures et après, on allait au lacrosse. Et quand j'étais au lycée, ça va directement après l'école. Alors, depuis 14 heures jusqu'à 16 heures, j'étais toujours au lacrosse. Ok, mais ça n'avait rien à voir avec, tu ne jouais pas pour ton équipe, tu ne jouais pas pour ton école. Tu jouais à l'extrascolaire, c'est ça? Au début, c'était l'extrascolaire et après, c'était pour mon lycée et extrascolaire. C'était les deux. Alors, j'étais sur 2 équipes. Ok, super. Oui. Morgane, à part du lacrosse, qu'est-ce que tu as fait comme autre sport? Gymnastique, natation, jiu-jitsu, karate, j'ai essayé de faire ça. Le foot, j'étais horrible au foot. Le hockey sur gazon. Le foot, c'est ce que vous appelez le soccer, on est d'accord? Hein? Soccer, yes, oui. Okay, yes. Oui. J'ai fait un peu de hockey sur gazon. Ok, nice. Alors, t'as un peu un stick dans la main, mais c'est un peu différent niveau. Ça t'a quand même aidé, tu penses? Oui, ça a aidé vachement. Ouais. Mais je pense le plus qui a aidé, c'est le basketball. Le basketball, ça aide vachement avec le lacrosse. Ok. Oui.
Ok. Par rapport à quoi tu nous dis ça? C'est comment tu te mets pour jouer à la défense. Ça t'aide beaucoup. Et aussi la façon que, pour le 6-16 au moins, c'est la façon où tu coupes vers la balle. Et t'essayes de ouvrir le terrain plus pour aider tout le monde. Ok, Allez, super. ouais. Donc voilà, pour être bon au lacrosse, faut être bon au basket. Oui, mais Faut être bon au basket. je pense aussi, on n'avait pas ce sport-là aux États-Unis, mais je pense que le handball, ça aide aussi Le beaucoup. handball aussi, ouais. Bah ouais, je Oui, pense ouais, qu'effectivement. Super. Donc du coup, suite à ça, tu vas au lycée. oui. Ou c'est que là, du coup, quel lycée que tu étais? C'est un lycée public aux États-Unis, c'est Stafford High School. C'est 1 heure et demie sud de Washington D.C. Et alors la première année, quand j'étais au lycée, on n'avait pas le lacrosse. Ok, Et on allait parler à des gens. Et c'est un peu comme la sœur de la mairie, mais c'est scolaire aux États-Unis. Et on a parlé avec eux, on a dit, bah, c'est contre la loi aux États-Unis. Ça s'appelle Title IX. Et on avait une équipe d'hommes, on n'avait pas une équipe de femmes. Et il y avait assez de filles qui voulaient jouer. Alors ma deuxième année au lycée, on a eu réussi, on a eu le lacrosse pour tous les lycées dans, ça s'appelle The County. ok. Donc toi, tu Ouais. fais partie un petit peu de ceux qui ont réussi à mettre le lacrosse féminin en fait à l'ordre, on va dire, du jour en fait. Oui, oui, D'accord? oui. Ok. Est-ce que ça t'a quelle est l'expérience que tu as pu tirer de ça? N'avez jamais peur de parler aux choses que tu penses que tu devrais faire. Tu sais, c'était bien qu'on a fait ça. Parce que Ouais. depuis ça, quand j'ai fait mes études, je suis revenue, j'ai fait l'entraîneur pour une des équipes et on a eu 7 filles qui sont pu aller au collège, à l'université, qui ont jamais eu la chance, il n'y avait pas le lacrosse. Ok, super. Franchement, ouais, Ouais. donc c'est génial. C'est génial d'avoir fait ça. Donc, suite à ça, tu pars jouer en université, c'est ça, en Oui. D1. T'étais à quel... Alors, je vais pas te dire, je pense savoir où tu étais. J'ai fait mes recherches. Ok. Il me semble que tu étais à Old Dominion, c'est ça? Oui, C'est Old ça, Dominion c'est comme ça qu'on dit? University. Oui. C'est ça? Yes, tu vois, j'ai fait. Et j'ai même vu que tu jouais défenseuse. Oui. Yes, ok, super. Tu Ouais. vois, j'ai bien travaillé. Oui, oui, t'as fait des très bons travaux, ouais. Comment ça se passe ton recrutement dans cette université? Alors aux États-Unis, c'est pas vraiment autant que il te prend par ton lycée, sauf si t'es un lycée privé qui sont top 10 de tous les États-Unis. Alors tu fais ça doit être travel lacrosse. Alors que c'est extra et tu payes beaucoup plus. Et moi je faisais mon entraînement 1 heure sud de la maison. Alors mes parents tous les semaines allaient dans la voiture au Richmond. Je faisais des entraînements et après on repartait à la maison. Ok. Et tu payes beaucoup d'argent. C'est 2 à 5 000 par année. Oui. Et tu vas dans tout ça, les tournaments, les tournois. Alors, en été, t'as au moins 4 tournois que tu vas. Et dans ces tournois-là, t'as tous les coachs de toutes les universités. T'as Stanford, t'as Maryland, you have Penn State, t'as tout le monde de tous les niveaux. Et t'envoies des emails et tu dis ah je m'appelle Morgane Everett, je suis très intéressée, je finis le lycée à cette année, ça c'est mes notes dans toutes mes classes, j'aime beaucoup ton université pour cette raison-là, j'aimerais bien vous voir si je peux. Et après depuis l'âge de 16 ans maintenant, il peut t'envoyer les emails aussi. Alors tu fais un peu des échanges d'emails et t'as tes coachs de ton équipe que tu payes tout cet argent et il t'aide à trouver, il t'aide à trouver des coachs et diversité pour jouer. Ok, super. Ouais. Donc, toi, du coup, tu as réussi à aller dans cette université-là, qui, on rappelle, Ouais. c'est l'université 1. Oui. Comment ça se passe une semaine de joueuse en université D1? Entre les entraînements, les cours, Oui. euh, les garçons, je sais pas, tu vois, comment ça Oui, se oui, oui, passe? oui, oui. Bah, nous, on n'avait pas une équipe d'hommes sur notre école. Alors, c'était quelque chose d'un peu bizarre. La Ok, plupart des universités, ils ont une équipe d'hommes et de femmes, mais on n'avait que l'équipe de femmes. Alors, ça dépend. Alors, dans le printemps, c'est un peu différent que l'automne. Alors pour l'automne, tu fais de 6 heures presque à 8 heures du matin, lifting.
Donc, tu fais ça pour 2 heures. Et après, tu as tes cours qui commencent à 8 heures. Alors, 8 heures jusqu'à midi, tu es dans les cours. Et après, environ de 14 heures, ça dépend. 14 heures jusqu'à 18 heures, tu as l'entraînement. Et après, tu as des cours après. Et en division 1, ça dépend des universités. Mais pour moi, c'était obligatoire, freshman. T'as 20 heures tous les semaines où t'as besoin de faire des études personnelles. Alors, tu mets avec ta carte, tu mets pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, n'importe quoi. Et après, tu restes et tu fais toutes tes études, all your homework, tout ça. Et après, tu peux partir et tu manges. Et après, tu vas chez toi. Et pour le printemps, c'est un peu l'inverse et tu fais beaucoup plus de cardio. Et t'as plus d'entraînement. Ouais. Oui. Je vois, ok. Et t'essayes de faire tous tes cours en automne et t'as moins cours Ouais, en... parce que du coup, le championnat débute là, c'est ça? Donc, Exactement. du coup, ouais, il faut que tu sois plus concentré sur le championnat que sur... Exactement. Ouais. Et t'as 12 matchs Ok. dans 2 mois et demi. Et si tu Ouais. vas au tournoi, après, t'as plus de matchs. Ouais, Ouais. si tu réussis les playoffs, ouais, forcément, Ouais. ouais, match, okay. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de réussir à aller jusqu'au playoff? Non, pas pour en division 1, non. Ok, ça marche. Non. Mais, pas comme joueuse, mais pour arbitre, oui. Yes, ça, on en reparlera après. Ouais, on fera plus Ouais, après, parce oui, que oui. du coup, alors ce soir, c'est une première, du coup, parce que tu es la première féminine qu'on reçoit, mais Oui. tu es aussi la première arbitre qu'on Oui. reçoit. Donc, je pense que le podcast va être enfin incroyable, va être très intéressant, on va dire. Mais ouais, ça, t'inquiète pas, on va en parler après de ça. Morgane, ça ressemblait à quoi un petit peu ton université? C'était grand, c'était petit, il y avait beaucoup de terrain, il y avait peu de terrain. C'est, je dirais, un moyen. On avait environ 20 000 à Ouais, l'école, mais la plupart, ils venaient à l'école. Ils n'étaient pas sur ok. l'école. Alors pour moi, c'était un très grand terrain. C'est comme un cadre. Alors c'était très facile à se trouver tous les cours pour aller. Je pourrais marcher tout l'université dans même pas 15 minutes. Ouais. Et C'est déjà pas mal. tout le monde avait un vélo. Alors, tu courais de l'entraînement, tu prends Ouais. une douche vite fait, et après, tu as 5 minutes que l'entraînement finit, et après, tu as besoin d'aller au cours. Tout le monde sur le vélo, on y va très, très vite, tu cours, et après, tu fais toutes tes notes et tu commences. Et tu restes là Ouais. pour 2 heures. Oui. Ouais, c'est quand même assez sportif, même quand, C'est, même quand tu sors honnêtement, de la course. c'est vraiment, c'est un deuxième boulot. Ouais, ok. Ouais. À ce niveau-là. J'ai l'impression quand même qu'ils font en sorte que tu réussisses tes études, hein. Oui. Ouais. C'est très, très important. Oui. J'ai l'impression ouais, qu'ils ont de ce côté-là, comme tu disais, quand tu es freshman, donc c'est ta première année, ouais, ils t'obligent à faire 20 heures de supplémentaires juste Oui. d'études. Ouais, c'est qu'ils Oui. sont quand même Pour derrière toi t'aider, ouais. pour que tu réussisses. Morgane, je sais du coup que tu as arrêté le lacrosse assez jeune. Oui. C'est ça, à 17 ans? C'est ça que tu nous as dit? J'avais 17 ans quand je savais de mes maladies, mais j'ai arrêté le lacrosse quand j'avais 19 ans. Oui. Ok. Donc, ouais, tu as dû malheureusement arrêter, pardon, suite à une maladie. Ouais. J'ai Et là, 6 maladies auto-immunes. Oui. voilà. Voilà. Donc, c'est ça malheureusement, on t'a dit d'arrêter le lacrosse à cause de ça. Ouais. Mais, et c'est là que du coup, tu t'es posé la question, qu'est-ce que je vais faire? Oui. Voilà. Alors, c'est ma mère qui a commencé ça, et c'est pour ça que j'ai fait l'arbitrage. Alors, Alors, vas-y, on t'écoute. Dis-nous tout comment ça s'est passé. j'étais finie avec le lacrosse. Ils m'ont dit, bof, tu peux continuer, mais ça sera la chose la plus pire pour ton corps que tu pourrais faire. Alors je dis ah d'accord, bah je vais arrêter. Ma mère a dit bah t'as besoin de trouver un boulot maintenant. Et je dis ah t'as raison, bah je vais faire quoi alors? Elle dit bah va commencer à faire l'arbitrage. Et je dis bah du n'importe quoi, je suis pas un homme dans mes 40 ans, je vais pas faire l'arbitrage. T'es folle ou quoi? Elle dit bah non honnêtement va essayer, va essayer. Alors j'ai fait une recherche, j'ai trouvé des cours pour faire l'arbitrage même pas 20 minutes de chez moi. Et l'année que j'ai commencé, c'est aussi l'année que mon ancien coach de mon club de lacrosse que je jouais a venu à mon endroit
à côté de l'université et c'est là que j'avais vu, elle a dit, ah, bah, tu es là pour tes cours de l'arbitrage? Je dis, bah oui, je suis là pour les cours d'arbitrage. Elle dit, bah moi, c'est moi qui va faire la maîtresse pour tous les cours. Alors je dis, ah, bah, lui, c'est parfait. C'est fait comme ça d'être arrivé, j'en crois pas. Alors j'ai resté avec les cours, j'ai fini et dans 4 semaines, j'étais sur le terrain avec le CIF, en train de prendre un peu d'argent sur la côté et c'était bien et j'ai adoré ça, j'ai continué, ça fait presque 8 ans maintenant. Est-ce que tu te souviens de ton premier match que tu as arbitré? Oui. Alors, alors, Um, elle avait, je pense que les filles, elles avaient au moins 14, 15 ans, je pense. Et j'avais peur comme tout. Mais tout ce que je me disais, c'est, OK, c'est une faute, tu vas siffler. Le reste, on fera après. Alors, je peux pas faire les signaux et tout ça. Alors, je peux siffler, je peux dire, ah, t'as interdit de pousser. Alors, je faisais ça tout le temps. Tweet, interdit de pousser. Mais pouvais pas faire avec les mains et tout ça. C'était horrible. Mais t'apprends, tu fais tous les fautes comme ça exprès et maintenant je peux rigoler. c'est génial. Ok. Là, tu as réussi à graduer, c'est ça, en tant qu'arbitre. Ouais. C'est que maintenant, tu arbitres les D1, si je Oui. ne dis pas de bêtises. Je sais Oui. que. Alors, on peut même te voir sur ESPN. Oui. Maintenant, je sais qu'on peut te voir. Si jamais, j'essaierai de Oui. trouver un moment où on te Ouais, il voit. y a des matchs où je suis dessus, ouais. Est-ce que toi, au début, là, quand tu commences l'arbitrage, tu te dis que tu vas, au bout d'un moment, réussir à te retrouver à cet endroit-là, à ce Ouais. niveau-là d'arbitrage, ouais? Ouais, je dirais après la 3e année, j'ai vraiment pensé et je m'ai dit, alors je vais rester avec ça et je vais donner tout à fond ou je vais juste faire, tu sais, que le printemps et je fais le reste pour l'année. Si je veux continuer, je vais faire à fond. Alors, mon rêve, c'est aller aux Jeux Olympiques et faire l'arbitrage pour ça. Alors ça, c'est le rêve, on verra. Mais ouais, alors j'ai décidé après ma 3e année, je suis là, ok, je vais vraiment tout donner. Et c'est pour ça que je suis allée faire vers les niveaux pour faire l'arbitrage à l'université. Ok. Quel est le plus gros match, selon toi, que tu aies arbitré? Oh. Une grosse rivalité, peut-être, ou deux grosses équipes? Ok, je pense à deux. Ok, premier, James Madison University. Elles étaient numéro 8 dans tous les États-Unis à ce moment-là contre Ohio State University. Et je pense qu'elle a été 14 ou 12. Ouais. C'était sur la télé, c'était mon premier match comme ça. Il y avait tout le monde partout. T'as tous les coachs en train de te gueuler, t'as tous les filles sur le terrain et t'as besoin de vraiment penser. Je peux rien faire avec ma visage parce que je sais, il y a au moins 2 caméras sur moi. Alors ça, c'est le premier match que je pense. Et le deuxième, c'était Duke University contre Liberty University. Et c'était vraiment un match très, très fort. Et j'étais avec la dame avec le plus haut niveau des États-Unis. Elle est la présidente de notre groupe d'arbitrage aussi. Alors j'étais à un match avec elle et c'était vraiment comme wow. Ouais. Est-ce que tu as comme ça un souvenir incroyable qui te vient de ça, de l'arbitrage? Oui. Ouais. T'as des moments sur le terrain que pour à moitié d'une seconde où t'es pas là pour faire l'arbitrage et tu vois vraiment le sport devant toi et tu penses comme oh là là, j'ai la chance que j'ai d'être sur le terrain, voir cette femme le plus haut niveau possible, donner tout, c'est vraiment un moment spécial. Hein. Ouais. Et inversement, est-ce que tu as un mauvais souvenir qui est un truc qui te garde? Oui, je peux t'envoyer la vidéo. L'année dernière, j'ai mis la balle pour the draw. Je commence à faire mes pas en arrière. Je fais mon siffle. Les filles derrière moi, elles ont tourné. J'ai eu son pied. Je suis tombée. Ma tête a tombé sur le terrain et j'ai eu un concussion. Oh mince! Ouais.
Ah oui, effectivement. Ah Moi, oui. j'ai fini le match aussi. On n'a pas Ouais. arrêté le match. Je suis levée, je dis, bof, il me reste 3 minutes, on va finir les 3 minutes. Ouais. Ah ouais, oh mince. Ok. Oui. Ça, ouais, ça effectivement. Ouais. Je voudrais revenir un petit peu juste sur ta carrière de joueuse. Oui. Euh, Selon toi, c'est quoi le plus beau maillot que tu aies porté? Euh, je dirais USA Lacrosse Team Virginia Team One. Ok, Alors, il y a un tournoi aux États-Unis. Alors, c'est pas ton club, c'est pas ton lycée, c'est ton état. ok, Alors, tu fais une équipe et tu as des entraîneurs qui prennent des notes et tout ça. Il prend les meilleures joueuses et il fait ça dépend combien filles va pour essayer sur l'équipe. Alors tu peux avoir une équipe pour ton état, tu peux avoir 5 équipes pour ton état, comme l'état de New York, ils ont toujours comme 5 équipes. Alors cette année-là, il y avait 2 équipes de Virginia et j'étais sur la première équipe. Alors j'étais contre les filles de toutes les équipes 1 de tous les États-Unis pour le tournoi comme de USA Lacrosse. ouais, Ouais, ok. Vous ça avez c'était fait un bon vraiment. classement? Ouais, on a gagné. Ouais. On a Ah, tout gagné. Ouais, super, ok. c'était génial. Et, et c'est quoi le maillot le plus laid que t'aies vu ou que t'aies porté? Je pense le premier maillot que j'ai mis. Ouais, tout En jeune comme parlant de ça. ça, en Oui, parlant de ça, la première fois que tu joues à la crosse, du coup, en fait, le premier club que tu fais où tu joues à la crosse, oui, est-ce que c'est mixte ou est-ce que c'est qu'avec des filles? c'est qu'avec des filles. Qu'avec des filles. Mais on Ok. n'avait pas assez pour faire les équipes par âge, alors on était 9 ans jusqu'à 15 ans tous Ok. ensemble. Oui, Ouais, donc du coup, c'était à ce moment-là que tu dirais que le maillot le plus laid que tu aies porté, c'est ça? ouais, C'était à ouais, ce moment-là. Ok, super. ouais. Euh, Tu es influente maintenant dans le monde du lacrosse, c'est ça? T'as fait Oui, l'année dernière, oui, on ouais, dirait. tu vois où c'est que je veux, où c'est que je veux en arriver. Ouais. Tu, tu as eu la chance, tu as pu participer l'année dernière à la remise de tous les trophées de D1 d'universitaire. Donc tu as pu voir, c'était pas de Cavana, il me semble. Tu Brett as pu voir, Kavanaugh. ouais, tu as pu voir à qui on a remis le trophée MVP. Oui, Izzy Skane pour les femmes, oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce moment-là? Ouais, Comment est-ce que toi tu arrives déjà dans cette salle? ouais, ouais. Alors, Comment est tu parles de l'atmosphère? Thornton Award, c'est ça? C'est ça. Oui. Alors, Thornton Award, c'est donné le meilleur joueur, la meilleure joueuse de la crosse pour l'année. Et il y a aussi, ça s'appelle The Legends Award aussi. Alors, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde de la crosse, qui a donné beaucoup à la crosse et aussi, ils ont quelque chose aussi qu'on donne. Ouais, ça s'appelle Thornton Lacrosse. Thornton, c'est le mot que the Mohawks gave, je pense. J'en suis sûre, je pense que c'est les Mohawks. C'est le mot lacrosse. Ok. Oui. Et ma meilleure copine que j'ai rencontrée parce que je faisais l'arbitrage il y a quelques années, elle est beaucoup avec le Thornton Award. Elle me dit, bah, une année, ah, bah, t'habites 1 heure de Washington. Tu peux nous aider avec ça? Je dis, bah oui, oui, ça serait trop cool. Bah oui. Parce que tout le monde dans le monde de la crosse aux États-Unis connaît le Thornton Award. C'est la chose la plus grande. Alors ça faisait 3 ans que j'ai aidé avec. Et c'est vraiment cool de parler avec tout le monde dans ce niveau. La plupart, c'est division 1, mais quelques années, tu as quelqu'un sur division 3 ou division 2, mais ça dépend. Um, et alors, le jour avant, tu as un sort de camp et tu fais le camp avec tous des jeunes qui peuvent voir tous ces grands joueurs devant eux. Ça fait 3 heures qu'on fait. Alors moi, j'aide avec tout ça. Après, on prend tous les joueurs qu'on for consideration parce qu'on annonce pas avant on annonce avec tout le monde qui est devant eux et après on les prend, on fait un dîner et au ce dîner là t'as tout le monde de Thornton Foundation qui vient, t'as plein de coachs qui viennent aussi. Alors j'ai vu pour les femmes the Maryland coach, j'ai vu the Northwestern coach, I've seen the Boston University coach, Boston College coach.
Mais pour les hommes, il y a aussi Maryland, il y a aussi Cornell. Et ça, c'est vraiment les tops des coachs et des parlers. Et la façon qu'ils voient le lacrosse, c'est vraiment comme une sorte de chanson que je dirais, la façon qu'ils parlent. C'est magnifique. Et après, le jour après, on fait un tour du musée. Et après, on prend les photos. Et après, on prend tout le monde et ça commence. Et ouais. Et t'as des vidéos. Et alors, moi, je suis derrière et je tiens et je mets le petit nom sur le trophée. Et je sais 30 minutes avant tout le monde qui a gagné. Et moi, je tiens avec le trophée sur les côtés jusqu'à ils sont prêts à donner. Alors, oui. Et c'est vraiment cool de leur voir la réaction qu'ils ont sur la fille corps quand ils gagnent. Ouh, désolé. C'est cool. Qui c'est le joueur le plus sympa que tu as pu rencontrer là-bas du coup? Charlotte North. Ouais. Ouais. Ah oui. J'adore cette joueuse. Elle est trop cool, elle est trop sympa. Ouais. Oui. Ouais. J'adore cette joueuse, je la trouve tellement forte. Elle est incroyable. Okay. Ouais. Et en équipe, je dirais Northwestern. L'équipe de Northwestern, tous les filles sont sympas. Ouais. Ouais. Et en coach? J'en ai connu tellement. Oh. Kathy Reese, Maryland. Ok. Ouais. Justement, quand tu me disais que l'équipe Northwestern, oui, elles sont super sympas, ça me fait penser à un truc. Je rentre rapidement sur l'arbitrage. Ouais. Est-ce qu'elles sont quand même assez fair-play, les filles? Ou est-ce que non, au contraire, elles sont, je vais pas dire un gros mot, mais tu m'as compris. Oui, je dirais c'est pas tous les filles sur une équipe. T'as au moins 2 ou 3. Ouais, il y en a quand même. Ouais, il y en a quand même, mais je dirais t'as au moins 2 ou 3 sur l'équipe où je dis j'ai besoin de regarder un peu plus. Oui. Oui. Ok, super. Morgane, en parlant de ça, du coup, qui, pour toi, selon toi, qui est la meilleure joueuse avec qui tu as eu l'occasion de jouer? Ou contre qui tu as eu l'occasion de jouer? Contre qui? Qui a justement professionnel. Maintenant, il y a une ligue de professionnels chez les filles. Ouais. Donc, c'est cool ça. D'ailleurs, est-ce que tu sais quand est-ce qu'elle joue, elle? The Women's League, le même temps que les hommes. En même temps que les hommes? Ouais. Ok. Ça marche. Ouais. Et ils ont un contrat maintenant de 5 ans sur ESPN. Ouais. Ouais, c'est cool. Oui. Honnêtement, je dirais, pour la joueuse, j'ai aucune idée parce que il y a tellement que j'ai vu. La question-là, c'est dur à trouver qu'une. Ouais. T'as personne qui te vient en tête là? Ouais. Bon, tant pis, écoute. Ça marche. On va revenir sur ta carrière d'arbitrage maintenant. Oui. Maintenant qu'on a fini un petit peu avec ta carrière de joueuse. Oui. À quel moment est-ce que toi, tu te dis, j'ai réussi vraiment à faire ce que je voulais faire? Est-ce qu'il y a un match en particulier où c'est que tu te dis, c'est bon, j'ai réussi à aller en D1? Ouais. C'est ce que j'ai fait. Je dirais le deuxième match que j'avais fait. Ouais. Alors, ça fait 3 ans maintenant que je fais Division 1. Alors, ouais. Le premier match de la saison, j'avais la trouille comme tout. Je pensais que j'allais vomir. J'avais peur. Alors, mais le deuxième match, j'ai vraiment pensé que j'ai donné vraiment tout à faire ça. J'ai réussi maintenant. Et c'est génial. J'ai envie de continuer. Il y a rien qui me dit non. Tout me dit oui. Est-ce que tu as une joueuse comme ça, quand elle est sur le roster, tu dis, elle va m'embêter celle-là? Honnêtement, non. Non, parce que si tu fais vraiment ton job comme arbitre, t'auras pas les choses comme ça qui arrivent. Alors, si j'ai une joueuse qui fait ça, c'est vraiment, honnêtement, c'est ma faute. Il y a quelque chose dans le match qui est pas bien expliqué ou qui a pas vraiment compris qui ça arrive. Et au pire, il y a une fille qui fait ça, tu vas au capitaine et tu dis, tu l'as dit, numéro 1, 2, 3, 4, 5, n'importe qui. Tu l'as dit d'arrêter parce que la prochaine fois, c'est un carton. Et quand tu fais ça, je dirais 9 fois sur 10, c'est arrêté. Ouais, ça marche. Ouais, oui, ça marche. Oui.
Si ça marche pas, c'est un carton rouge après. Ok, donc ouais, t'es quand même assez autoritaire en fait, comme ça on te voit, t'es super gentil, mais en fait, ouais, t'as deux visages en fait. Sur le terrain, Oui, c'est plus la Morgane qu'on oui, connaît. c'est vraiment, c'est plat. Ouais. Ok. Et pareil, est-ce que tu as une joueuse, quand tu as vu un arbitre, que tu as vu vraiment incroyable, qui avait vraiment un niveau exceptionnel? Oui, Isabella. Ah, je m'en souviens plus de son nom de famille. Je pense à 2 ans, elle a été choisie pour Twerton Award. Elle était sur l'équipe de JMU. Alors, j'ai fait l'arbitrage avec elle sur un match et j'ai pensé, enfin, oh là là, c'est vraiment un niveau que j'aurais jamais pensé quand moi je jouais. De voir le Ok. sport comment ça a vraiment evolved à ce niveau-là, c'était waouh. Ouais. Morgan, est-ce que Oui. toi, tu aurais un message que tu voudrais faire passer en tant qu'arbitre sur certaines frustrations ou quelque chose comme ça? Oui. Ouais? Ah, vas-y, on t'écoute. J'aimerais bien que les coachs lire les livres avec tous les règles dedans. Parce que tout est écrit. Et je te promets, on fait pas les choses exprès. Ouais. C'est déjà écrit. On a besoin de siffler sur les choses comme ça. Et je dirais honnêtement, les joueuses de faire gaffe quand elles poussent, où elles poussent. Parce que t'as tellement de problèmes qui peuvent arriver dans le dos. Et on voit de ça plus au plus aux États-Unis, avec tes ribs, avec tes poumons, avec tes kidneys et tout ça. Quand tu pousses avec ton stick dans le dos, ça peut vraiment blesser quelqu'un. Ouais, ça t'est déjà arrivé, Alors, toi, de voir des grosses blessures comme ça, ouais, des sorties. ouais, 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 ça. ouais. Ok. Et c'est presque un problème qui a commencé il y a quelques années aux États-Unis. Voit ça un peu plus maintenant. Dans des autres pays qui s'arrivent avec le lacrosse. Et ouais, alors fais gaffe aux filles autour de toi. Je sais, tu veux vraiment tout donner, tu veux vraiment tout pousser, mais si tu peux pousser dans un endroit un peu plus prudent, fais ça premièrement. Effectivement, c'est vrai que les féminines, en fait, elles ont très peu de protection, voire certaines n'en ont pas du tout. Je sais qu'il y en a qui jouent avec des Ouais, lunettes, mais d'autres carrément ne jouent pas avec des lunettes. Euh, ouais. Protège-dents, voilà, c'est protection, c'est tout. tout. Est-ce que du coup, toi, tu dois faire. Est-ce que tu as ce sentiment de responsabilité, de dire qu'il faut vraiment que tu te concentres et que tu fasses attention justement où sont mis les coups, plus que si tu arbitrais des mecs ou pas? Oui, Ouais, oui. Aux États-Unis, quand je fais l'arbitrage contre les équipes de l'âge de lycée, alors pour nous, c'est 14 jusqu'à 18 ans. Avant tous les matchs, tu prends le coach de chaque équipe et j'y prends tous les capitaines et tu parles un peu avant le match. Et tous les matchs, je dis, s'il vous plaît, fais attention aux autres. ouais. Je sais que tu veux tout donner et ça, c'est normal parce que tu adores le sport. Mais honnêtement, fais attention. Et si tu as des questions, tu peux nous demander. On peut t'expliquer. Mais oui, oui, Ouais. fais gaffe, c'est ça. Vous avez quand même ce côté ouvert. Ça peut arriver à un match si jamais. Ouais. Bon, Oui, sans bien sûr discuter la décision, hein, mais ouais, vous êtes quand même assez ouvert sur ça. Ok, ça oui, c'est cool. ouais. Je sais que tu m'avais parlé d'un truc, l'évolution de la division De 1. la crosse. Ouais. Entre quand Oui, toi tu jouais et maintenant comment ça a évolué, c'est ça? Est-ce que tu peux oui. nous expliquer un petit peu comment, en quoi? Alors, la seule année que j'ai joué en Division 1, c'était la première année qu'on a eu un shot clock. Ok. Et avant ça, on n'avait jamais. Alors, cette première année, c'était vraiment quelque chose tout neuf pour tout le monde d'avoir 90 secondes qu'au moment que tu tiens la balle, que tu vas au but. Ouais. Et parce que avant ça, tu prenais la balle et qu'il y avait que 1 ou 2 points de différence dans le match et que tu as la balle, tu tenais la balle. Si tu pouvais la tenir pour 3, 4, 5 minutes, tu faisais ça le plus possible. Alors c'est pour ça qu'ils ont mis la shot clock pour donner un peu plus au match. Comme ça, tu peux pas, on appelle stalling the ball. Comme ça, tu pouvais pas faire stalling. Ouais. Et alors quand j'avais joué, il y avait ça. Et maintenant, t'as tous les cartons verts au milieu. Alors ça, c'est nouveau aussi. Et quand je suis allée, la première année, tu avais le droit d'aller dans the goal circle.
de crease. D'accord, t'as le droit ok, Ouais. d'accord. Alors ça, c'était la première année. Alors ça, c'était un peu intéressant de dire, oh là là, je peux courir vers ça et la balle peut m'avoir. C'était quelque chose, c'était vraiment bizarre. Et maintenant, c'est normal pour tout le monde de faire ça. Ok, d'accord. Et honnêtement, la plus grande chose, c'est le stick. Le stick a vachement changé. Alors, Quand moi j'avais joué, on n'avait pas le mesh. Maintenant, t'as le mesh. D'accord. Et ça a complètement changé le sport féminin, je pense. Pour le mieux. Ouais. Parce que maintenant, les filles, elles peuvent vraiment tourner la balle beaucoup plus longtemps et tu peux faire tous les sortes de shots incroyables derrière le dos. Vraiment, ouais, stylé, hein. Ouais, il y a eu cette évolution de la crosse féminine un peu de temps qui a. Oui. Ouais, ok, c'est génial, tu vois, je savais pas. Oui, oui. C'est super de savoir ça. Ouais. Justement, toi qui arbitres, il y a une question que je voulais te demander. Très souvent, et je sais que tu as la réponse, et je sais même que tu as l'anecdote, et je veux que tu me la sortes. Très souvent, quand on voit les féminines qui marquent un but, elles jettent leur crosse en l'air. Oui. Pourquoi? Alors, ça vient, si j'ai raison, de The Final Four dans 2014. Syracuse contre University of Florida. Il restait, je pense, 1 minute. Florida had the ball. Elles ont tenu la balle, ils ont tiré, ils ont sifflé goal. Gary Gates, il a dit, well, I want a stick check. Alors les arbitres, ils vont dire, ok, t'as appelé un stick check, on va faire un stick check. Ils ont pris le stick de la joueuse qui a tiré le but, mis la balle à l'intérieur. Alors, pour expliquer, les sticks féminins et masculins sont vachement différents. T'as une pochette dans le stick masculin. T'as pas vraiment du tout une pochette dans le stick féminin. Alors, si tu mets ton stick devant tes yeux au niveau, t'as besoin de voir le haut de la balle dans le stick féminin. Mais c'est différent. T'as pas besoin pour les masculins. Alors, les arbitres, ils ont pris le stick de la joueuse de Florida. Ils ont mis la balle. Elle pouvait pas voir le haut de la balle. Alors, c'était pas un bon goal. No goal. Syracuse got the ball. Ils ont eu la balle. Et après, ils ont tiré. Et, Florida, je pense qu'elles avaient plus de timeout. Alors, ils pouvaient pas demander pour un stick check. Et Syracuse, ils ont gagné. Ils ont gagné le match pour ça. Alors, l'année prochaine, ils ont ajouté, après tous les goals, tu as besoin de faire un stick check à chaque fois. Mais maintenant, on a besoin d'ajouter des règles parce que les filles, elles leur lançaient le stick. Et l'année dernière, une fille a lancé le stick. C'était le match, je pense, University of Richmond. Et le stick a tourné et ça a blessé un des arbitres. Oh, c'était quelque chose. J'étais dans le groupe chat d'arbitrage et je dis, oh là là, c'est quoi cette vidéo? Oh mince! La pauvre! Oh mince! Alors, oui. Oh ouais, ok, donc maintenant, du coup, ça se fait avant chaque match, c'est ça? Ou c'est une autre méthode encore? Non. Non? Alors, quand moi je jouais, tu faisais le stick check avant le match. Ouais. Allez, pour le lycée et les niveaux en dessous, c'est avant le match. Mais pour l'université, on fait pas avant le match. C'est que si quelqu'un demande pour le stick check. Ok, d'accord. Il y a plus de demande du coup. Ouais. Enfin non, je peux dire pardon, autant pour moi. C'est plus fait automatiquement. Ouais, c'est plus fait automatiquement. Okay. Sauf si tu fais un but, ça c'est automatique. Ouais, c'est ça. Mais oui, s'il y a un coach qui dit numéro 1, je pense que son stick est illégal, je veux un stick check sur son stick. Ça, tu peux faire. Ok. Mais alors, du coup, c'est quoi qui a changé? Avant 2015, t'avais pas le stick check après le but. Ouais, non. Après 2015, t'avais le stick check. Par rapport justement à l'arbitre qui s'est blessé. Par rapport à cet arbitre qui s'est blessé, est-ce qu'ils ont mis un nouveau protocole ou pas?
Oui, ils ont mis un nouveau protocole. Oui. Et c'est quoi du coup? Alors, t'as plus le droit de lancer ton stick comme ça. Ok, d'accord. Alors, sur le côté de ton corps et jeter jusqu'à 5-10 mètres. T'as besoin de mettre juste devant toi. Ou, maintenant, t'as des filles, elles glissent devant elles un peu le Ok, et stick. ça peut être pénalisant, ça? Est-ce que toi, en tant qu'arbitre, tu as le droit de Oui. pénaliser ça si jamais? Ouais. Oui. Et c'est quoi du coup la C'est sanction? arrivé cette année, presque. J'avais besoin de parler à une fille. Alors, elle a eu le but. Elle avait la défenseur derrière elle. Elle a tourné. Elle avait même pas 20 centimètres devant avec les deux filles et juste devant elle, elle a lancé le stick presque dans sa figure. Alors j'ai besoin d'expliquer. T'as pas le droit de faire ça, ok? Tu peux faire à côté d'elle, mais pas devant elle comme ça, de cette façon-là. Et j'ai eu le coach qui était pas content parce que j'ai dit ça, mais j'ai expliqué à le coach. C'était la galère avec elle, mais elle n'a pas fait encore. J'avais pas besoin de donner un carton, mais si on a besoin, on peut donner des cartons Ok. pour ça. Ouais, Tu peux pas un carton refuser un vert. but. Tu peux pas refuser un but. Si le stick check est pas, c'est pas bon, ouais, juste ça. on le refuse. Mais juste pour jeter comme du n'importe quoi, honnêtement, on n'essaye pas de refuser le but. On n'essaye pas. Justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de refuser un but justement sur un contrôle et que le stick n'était pas correct? Ça t'est déjà arrivé? Ouais. Oui. Bon. Oui. Oui. Ouais. Et ça, c'est dur à expliquer parce que la façon que les arbitres, ils tiennent le stick devant eux, c'est pas vraiment la même façon que les joueuses, elles fait devant eux. Alors, elles essaient de le tourner un peu trop comme, mais regarde, ce niveau-là, c'est un peu différent. Mais je dis pas non. Ouais, ça essaie un petit peu d'esquiver. Oui. Ouais. Bon, après, tant que c'est bon jeu, ça va. Mais ouais. est-ce que tu as du trash talk sur les terrains de la crosse féminine? Oui. Il y en a, tout le temps. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. C'est pire que les hommes, vers moi, vers les joueuses contre elles, les coachs contre les autres. Oui. Oui. Ok, ouais. Autant que oui. ça. D'accord. Autant que tu dis pas les gros mots, je dis rien. Ouais. Tu commences à dire les gros mots, je vais expliquer. Non, on peut pas parler dans cette façon-là. Toi, c'est quoi la plus grosse faute que t'es sifflée? Il y a une fille qui she punched the girl dans la côté. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Ouais, il y a oui. droite. Carton rouge, automatique. Ouais, ok, d'accord, ouais, direct. Oui. Ok, c'est ça. Elle a tiré, on a sifflé, ça a commencé sur un carton jaune, parce que quand elle a tiré, elle a eu la fille dans la tête. Ok. Avec son stick. Alors, on avait commencé. La fille qui a eu le stick dans la tête, elle a dit, tu m'as blessé. Et la fille, elle a tourné, hop, sur le côté. Tweet. Arrête. Ça, c'était division 3. Ok, ça marche. Ah ouais, c'était un division 3, ça marche, ok. Ouais, oui. Morgane, tu es maintenant coach de l'équipe de France de féminine. Oui. Comment est-ce que tu arrives à te retrouver coach alors déjà coach, parce que du coup, tu n'es pas que coach de l'équipe féminine de France, tu es coach aussi dans un autre club, c'est ça? Oui, je faisais ça. J'ai arrêté, mais avant je faisais ça. Voilà, tu as fait ça. Oui. Et maintenant, tu es la coach en chef de l'équipe féminine de la crosse. Comment est-ce que tu arrives à avoir cette opportunité-là? Alors, ça fait en avril l'année dernière, je dirais. Et moi, je vais presque jamais sur Instagram. Alors, désolé à tout le monde qui essaie de me suivre. Je suis horrible à Instagram. Je dis ça à tout le monde pour commencer. Je vais essayer d'être un peu mieux cette année. Je vais essayer. Alors, je vais très rarement. Et une de ces journées, j'ai pensé, je vais aller sur Instagram. Et alors, quelques années avant, j'avais vu qu'il y avait France Lacrosse, mais j'avais vu qu'il y avait que pour les hommes. Alors, j'ai suivi le compte. Alors, j'étais cette journée-là, en avril, en train d'aller. Je fais le premier, la deuxième, et même pas la troisième ou quatrième. Sur le compte, j'avais vu, on va commencer à faire l'équipe féminin.
nous contacter si ça vous intéresse. Et j'ai vu ça et j'ai appelé ma mère, j'ai sauté sur mon canapé et j'ai dit maman, ça commence, on va avoir le lacrosse féminin en France, ça commence, parce que ça faisait presque 10 années que ma mère me disait alors Morgane, tu vas commencer l'équipe féminine quand en France, quand ça va arriver, quand ça va venir. Alors j'ai appelé ma mère, elle m'a aidée, j'ai envoyé tout mon email en français à Dylan et après j'ai appelé Dylan sur FaceTime. Après Dylan, j'ai appelé avec Paul, j'ai parlé avec Paul. Et après ça, ils m'ont dit, à Bordeaux, on a eu le premier entraînement lacrosse féminin de France, première chose. Et on avait 14 filles pour commencer. Je m'en souviens, ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Et là, du coup, maintenant, ça y est, tu as pu prendre la tête de l'équipe de France. Tu as pu même aller vous avez même pu aller vous présenter dans des compétitions officielles. Je sais la fierté, ça se voit même quand tu nous en parles, l'immense fierté que tu as de faire ça. Mais je vais quand même te le demander. Comment est-ce que tu décris cette sensation-là? Oh y a aucune. Non, il y a pas. C'est vraiment c'est ma grand-mère qui m'a donné l'amour des sports. Alors c'est la mère de ma mère. Okay. Alors sur le côté français. Ouais. Alors moi je m'en souviens de tous les étés en train de regarder le foot avec elle, le rugby avec elle, en train de crier sur la télé comme il peut nous entendre. Et chaque fois qu'il y avait le début du match, ma grand-mère elle me mettait sur la télé et elle me disait allez Morgane, on va chanter la Marseillaise. Alors, depuis un très jeune âge, je connaissais tous les mots et d'avoir le moment comme ça à Faro, bras et bras avec tous les filles en train de chanter la Marseillaise, j'ai pleuré. C'est génial. Parce que honnêtement, je pensais que ma grand-mère, ouais. C'était vraiment une fierté d'être français, d'avoir cette chance de faire la première équipe. C'était la première fois que toutes les filles s'étaient rencontrées. C'était la première fois on a fait un vrai match. C'est la première fois on a fait un match contre notre équipe. C'est la première fois on a fait un match contre un autre pays dans notre premier événement pour la première équipe. Alors on a fait tous les premiers dans ce match-là. Alors c'était vraiment un très grand moment. Dans même pas une année, d'avoir une équipe comme ça, c'était vraiment un moment très spécial. Yes, et puis on a pu voir sur Faro, on a pu voir quand même l'évolution de l'équipe. Et on voit que ça a fini avec une victoire, une belle victoire en plus. Donc je pense que ça doit être gratifiant, ça, je pense, non? Oui, complètement. De voir le sport le premier week-end avec 14 filles qui pouvaient même pas faire le cradle avec le stick. Et maintenant, on fait les buts, on est en train de jouer. On a vraiment des moments que tu regardes l'équipe et tu penses c'est pour cette raison-là que j'ai tout fait. Yes, c'est génial. Oui. C'est génial de penser ça comme ça. J'adore. Oui. Tu nous as parlé du coup t'as appelé ta maman et tout. Vous êtes une famille de lacrosse ou pas vous? Ou pas du tout? Non, pas du tout. On n'était pas du tout. Alors, la sœur de ma mère, elle est venue aux États-Unis pour faire ses études. Et c'est là qu'elle a rencontré son mari, mon oncle maintenant. Et c'est parce que mon oncle qu'on a le lacrosse dans la famille. Mais avant ça, mon père, il avait jamais joué, il avait presque jamais entendu de ça. Ma mère, elle est française, elle a jamais entendu de ce sport-là. Et parce que mon intérêt, on est venu une famille de lacrosse. Ok, super. Merci pour cette parenthèse. C'est quoi, alors je vais te demander, c'est quoi ton meilleur souvenir en tant que joueuse et ensuite ton meilleur souvenir en tant que coach du coup? Ouh. Alors, coach, je dirais pour quelle équipe? Tu peux, on va dire coach aux States et après coach de l'équipe de France. Parce ce qui nous intéresse surtout, c'est l'équipe de France, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout. Donc, oui, tout. Alors, je dirais pour l'équipe où j'étais le coach pour au lycée où je travaille. On avait une fille, elle était malade toute l'année. Elle avait un problème avec son cœur et il nous restait 2 matchs
Elle pouvait jouer les derniers 2 matchs et dans les derniers 5 minutes d'un des matchs, elle a eu un goal. Et c'était vraiment un moment, toute l'équipe, on a perdu par 20 points, mais c'était vraiment un moment que toute l'équipe a couru après elle, donné de gros câlins. C'est vraiment comme on avait gagné la Coupe mondiale. C'était vraiment un moment de voir une équipe venir tous derrière une joueuse comme ça, c'était vraiment spécial. Je dirais pour l'équipe féminin, Asia avoir le premier but, ça c'était vraiment un moment. On est là, vraiment on est là, les Françaises sont là. Et comme joueuse, j'avais 14 ans, non 15 ans, et j'allais contre une fille qui avait au moins 30 centimètres plus que moi, minimum, au moins. Et elle est allée à l'Université de Florida. Alors ça, c'est une équipe top 10 aux États-Unis. Ouais. Et she was committed, on appelle ça committed, pour aller là. Et elle a vraiment essayé d'aller au but. Et moi, je l'ai dit non, 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 pour presque 1 minute toute seule. Alors ça, c'était un moment très fier, comme aucune fille va venir aller tirer ce but. Pas contre moi, t'auras pas de chance. C'est vrai que toi, tu vas avoir des beaux bleus. C'est vrai. Comment ça se fait que tu te retrouves à ce poste de défenseuse? Parce que moi, j'aime pas avoir les bleus. Je préfère les donner. Je préfère être le gros. Ok. Oui, oui. Bah écoute, c'est une réponse. C'est ça qui a commencé quand j'étais très jeune. Mais aussi, j'étais toujours la joueuse qui disait oui au coach. Okay. Alors le coach, il dit, j'ai besoin que tu joues attaque. Oui. J'ai besoin que tu allais faire goalie. Oui. Alors, defense. Oui. Et moi, je parle very loud. Et ça aide pour jouer à la défense, pour parler la direction de la balle, elle est où la balle, qui est ouvert, le crash, tout ça. Alors, avoir une voix, ça aide. Ok, super. Je voudrais revenir sur un truc que tu nous as dit tout à l'heure. Tu as un rêve, c'est d'arbitrer les Olympiques. C'est ça? Oui. Voilà. Avant ça, avant qu'on parle de ce rêve-là, est-ce que tu as eu l'opportunité, en ce qu'on t'a déjà demandé, de voir si tu pouvais arbitrer maintenant qu'il y a une ligue professionnelle? Est-ce qu'on t'a démarché, ou est-ce que toi, tu as entamé des démarches peut-être, ou est-ce que ça t'intéresse pas du tout? Au ce moment, ça ne m'intéresse pas du tout. Ok. Parce que je préfère de faire que le focus sur le sixes et le field lacrosse. Yes, ok. Et alors, il y a assez de règles dans les deux disciplines. Et si tu fais field lacrosse, t'as NCAA field et après t'as international field. Et ça, sont différents aussi. Alors, avoir trois livres comme ça c'est un peu difficile. Ça t'est déjà arrivé de te confondre les règles? Ou pas? Oui. Ouais. Oui. Oui. J'avais oublié dans sixes, tu peux faire les empty stick check. J'avais oublié de ça. C'est super. Ouais. Donc, du coup, maintenant, on va partir sur ce rêve olympique que tu as et que j'espère que tu pourras réaliser. Est-ce que tu as pu entamer des démarches? Déjà, est-ce que tu sais comment ça va se passer? C'est vrai que nous, on est encore déjà dans le flou, je pense, sur le nombre d'équipes qu'il y aura, sur les pays qui seront représentés. Je pense qu'on attend pas mal la Coupe du Monde de 2027. C'est ça, si je dis pas de bêtises? Pour les hommes. Et pour les femmes, for field, je pense. Ouais. Et les femmes, c'est 2026, la Coupe du Monde. Ouais. Ça se passera au Japon. Est-ce que du coup, tu sais toi un petit peu, est-ce que tu as un peu plus d'informations toi, ou tu es aussi dans le flou, et est-ce que tu as commencé à faire des démarches ou comment est-ce que toi tu... Alors le côté pour l'arbitrage, pour commencer, alors pour être choisi pour faire l'arbitrage international, alors tout part, tu as besoin d'être le plus haut niveau possible dans ton pays. Alors aux États-Unis, il me reste un niveau. Et après, je serai au plus haut niveau possible. Ok. Et alors, j'espère, dans l'automne, je vais l'avoir, on verra. Oui. Et tu as besoin d'avoir ce niveau-là pour toute une année. Et après, tu peux commencer pour aller jouer pour International Wrestling. Ok. Et tu as 2 niveaux sur ça. Et ils vont choisir les tops. Je pense les top 2 arbitres, peut-être ils feront 3
de chaque pays qui veut choisir. Alors, je pense que tu auras celle qui vient du Japon. Ouais. Ils sont très forts à l'arbitrage au Japon. Ouais. Tu auras des Canadiens, des Anglais, je dirais aussi. C'est les États-Unis, l'Australie, un peu partout. Et toi, on espère. On espère. On a besoin de commencer l'arbitrage français. Ouais. Ça, c'est numéro 1. Et après, on verra. Mais si je pourrais, ça serait très, très cool. Comment tu deviens top arbitre? C'est quoi les conditions pour être top arbitre? Aux États-Unis Ouais, ou pour ouais. international? Ouais, enfin, du coup, tu as dit que pour être international, il faut être dans la fête top arbitre. En général, après, qu'on prendra pour les JO. Comment tu Oui, fais pour passer top arbitre? tu prends des tests. Oui, ouais, tu fais des vrais tests. Oui. Alors, j'ai besoin de courir 2200 mètres en dessous quelques minutes. T'as besoin de ça et t'as 40 yards que t'as besoin de sprints. Et t'as besoin d'avoir 3 sprints en dessous. Pour mon âge, je pense c'est comme 7,2 secondes. Ah ouais, ok, ouais. Et après, t'as un test et c'est 50 questions. Et t'as besoin d'avoir un 82% ou mieux sur ton test. Et après, ça c'est pour chaque année, tu as besoin de faire ça pour rester Ok, dans d'accord. Ah l'arbitrage. ouais. Et pour aller dans le autre niveau, tu vas sur un week-end en automne. Il y a une université qui va avoir plein d'autres universités qui viennent. Et après, tu fais un match. Et le deuxième et troisième match que tu fais, il te regarde, il prend plein de notes, il te dit rien. Le premier match, il te redonne des notes pour t'aider, mais il prend plein de notes, il te dit rien du tout. Et dans 2 semaines, il t'envoie un email avec une liste de oui ou non. Et si t'as réussi, il te dit bah oui, tu peux être ce niveau-là pour l'année prochaine. Alors pour aux États-Unis, locaux, c'est L. Alors t'as L1, 2, 3. Quand t'es locaux 2 ou 3, Ouais. tu peux aller, ça va être transitional. Et c'est là où tu commences pour aller faire l'arbitrage dans l'université aux États-Unis. Ok. Et après, tu as transitional, collegiate select, collegiate. Collegiate, tu peux faire T3, Ok. et un petit peu de division 2. Collegiate select, tu peux faire division 1, division 2, division 3. Et national elite, ça c'est que national elite, c'est des personnes qui font tous les top 20 matchs. Ok. Alors, ils vont sur les vols, ils vont partout dans le pays pour faire les top matchs possibles. Et c'est eux que tu vois qui fait NCAA tournaments que tu vois sur la télé, tout ça, c'est eux. Alors, moi, je suis à Collegiate Select, il me reste un niveau National Elite. Après, si j'ai National Elite pour une année, aux États-Unis, je peux aller faire, Ok, bah écoute, partout. j'espère que tu l'auras alors. Merci. Quel est le plus bel endroit du lacrosse où c'est que tu aies pu arbitrer? Vraiment l'endroit où c'est que tu aurais rêvé aller. Alors, je dis que les universités en Caroline du Nord, elles sont magnifiques. Le Ouais. terrain d'herbe et l'herbe est parfait. Il y a seulement les lignes féminines de la crosse. T'as pas les autres lignes des autres sports dessus. Alors ça, il y a beaucoup de chance. De niveau comme, oh là là, c'est très cool. Je suis faire l'arbitrage. J'ai fait en automne. Je suis allée à Maryland. Ça, c'était très À cool. côté à côté du Hall of Fame. Oui, c'était vrai, c'est proche. Oui, tu vois, tu connais. Et aussi, je suis allée sur le terrain de Duke. Ok, nice. J'ai fait un match de Duke à Duke. Et ça, c'était très cool. Ok, Duke University, ça, c'est une des plus connues universités de lacrosse aux États-Unis. c'est vrai. C'est vrai. Oui. Ok, super. On va commencer tranquillement à se rapprocher vers la fin du podcast. OK. Avant ça, est-ce que tu as une histoire complètement dingue à nous raconter qui t'est arrivée dans toute ta carrière? Alors, ça peut être en tant que joueuse ou en tant que coach, mais une histoire complètement dingue qui t'est arrivée. Ça peut être sur le terrain comme en dehors,
Tu sais, quand tu fais des Oui. sorties, enfin voilà, entre nous quand on fait dans le lacrosse ou quoi que ce soit. Mais ça reste dans le cadre du sport. Ok. Je pense à deux choses. Allez, vas-y. La première chose, quand j'avais 11 ans, 11 ou 12 ans, et mon père, il était le coach de l'équipe. Alors ça, c'est une équipe locaux. Et je suis en train de jouer defense et j'entends crash. Et je tourne vite fait comme ça. J'avais mal mis mon protège-dents et j'ai eu la balle juste dans mes dents et ça a saigné partout. Et j'ai allé mon père. Mon père, il me dit, bah, reste sur le match, reste sur le match. Je vais avec ma mère sur l'autre côté. Elle dit, bah, va voir ton père, tu sors du terrain. Et j'essaie de sortir du terrain. Mon père, il dit, bah, t'inquiète pas, mets le sang sur, avec ton maillot. Et j'entends ma mère en train de crier à mon père, ah bah non, elle va pas mettre le sang sur le maillot, hein. Ah non. Alors je suis allée partir aux urgences. J'ai attendu 6 heures. Ils ont dit on peut rien faire. Et le jour après, je suis allée au docteur exprès. Et maintenant, j'ai une fausse dent parce que j'ai perdu ma dent parce que j'ai eu une balle pendant la figure. Et la deuxième chose, je pense, c'était la deuxième ou troisième année, je faisais l'arbitrage. Et il y avait quelqu'un qui m'avait suivi du match à ma voiture et il criait, mais les choses les plus idiots possibles. Et ça me faisait rire. Alors, c'est pas cool qu'il m'a suivi, ça, c'est jamais ok. Ah oui, ça oui. Jamais fait ça. Jamais fait ça. Mais honnêtement, j'arrêtais pas de rire parce qu'il disait du n'importe quoi. Mais c'est-à-dire n'importe quoi, ça pouvait être. Mais il disait des choses qui n'étaient même pas des règles du match. C'est même pas des choses de la crosse. En train de crier. Ok, je vois. Et je dis, bah quoi? Oui. Super. Ça va être quoi, tu penses, pour toi, ton avenir dans le lacrosse? Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais bon, on va essayer d'en entrer plus en détail, que ce soit en tant qu'arbitre, du coup, et ton avenir en tant que coach France Lacrosse. Arbitrage, je dirais National Elite. Et les Jeux Olympiques, ça c'est le prochain niveau que j'aimerais vraiment réussir. Et après ça, commencer l'arbitrage en France. Ça, c'est un très grand rêve pour moi. J'aimerais bien faire ça. Et je pense dans les quelques années, on va faire. Alors ça, c'est très cool. Et sur le côté France Lacrosse, d'avoir vraiment, c'est un très grand rêve pour moi d'avoir chaque club en France. Ils ont tous une équipe féminine de Sixers. Ça, c'est vraiment mon rêve. Ouais. Ça, oui. On comprend carrément. C'est clair, ça se comprend. Mais bon. Oui. Il va falloir qu'on recrute il va falloir qu'on arrive. Oui, mais dans une année, on a eu presque 100 filles s'inscrites au lacrosse en France. C'est vrai. Dans une année. Alors, je pense honnêtement, dans 5 ans, ça sera là. Est-ce que toi, tu as un super souvenir qui te reste justement de ton coaching France Lacrosse? Je sais que tu arrives à voyager quand même beaucoup là. Encore ce week-end, tu étais à Madrid. Oui. Pour accompagner des filles. C'était quoi un stage, c'est ça? Ouais, oui, c'est un sort de stage, ouais, qu'on a fait, Ouais. Est-ce que tu as des trucs comme ça qui tu fais assez génial aussi, pareil, je suis content d'être là. Je dirais Faro. Ouais. En mars, quand t'es là pour le Sixes européen. Ça, c'était très cool. D'avoir toute l'équipe, tous ensemble, les hommes et les femmes dans le même hôtel, tous en train de parler de ce week-end, aller se voir dans les autres matchs, se supporter, de voir les autres joueuses des autres pays en train de jouer la lacrosse, leur façon de jouer. C'était vraiment un moment qui a dit, ah bah, on est au début. On vient juste arriver et on a tout ça devant nous et d'avoir tout le monde autour de toi voir la même chose, c'était vraiment un moment très spécial. Les entraîneurs, les parents qui sont venus supporter leurs filles, les filles qui sont venues, qui ont pris des vacances pour venir, c'était vraiment très cool. Je sais que, alors comme ça, de l'extérieur, on dirait que ces filles-là, elles ont une vraie cohésion. Oui. Est-ce que tu as fait quelque chose pour travailler cette cohésion ou est-ce que c'est inné? Je pense que tu as besoin de savoir que t'as pas
besoin de faire tout parfait. Les sports, les fautes, ça arrive. Alors, ne pas vraiment rester sur cette faute-là. Alors, t'as fait une faute, c'est comme ça, on va changer, t'as besoin de faire de la main comme ça, ou tu lances la balle avec cette façon-là. Et d'apprendre à chaque fois. Parce que si on n'apprend pas et on reste dans je suis nul, je peux rien faire, tu vas rien réussir. Alors vraiment être positif, je pense que ça aide beaucoup. Parce que quand tu commences le sport, t'as peur de tout mal faire. Mais si t'as quelqu'un qui dit t'inquiète pas, hein, la prochaine tu vas l'avoir, je pense que ça aide un peu avec la cohésion. Ok, super. Écoute, je te remercie de nous avoir accordé du temps. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte? Quelque chose à nous dire, à nous partager? Lacrosse. Okay. Partout que tu peux suivre le lacrosse, le podcast, le Relax Podcast. Suis le Relax Podcast, tout le monde, ok? Surtout Instagram, partout. Et je dis aussi, mais apprends le sport. Fais tes recherches en ligne. L'histoire de lacrosse, c'est vraiment une très belle histoire. C'est connu dans les Amériques depuis des centaines d'années. C'est une très cool histoire. C'est les Français qui ont donné ce sport, lacrosse. Alors fais un peu de recherche, connais l'histoire, et quand tu viens au week-end à AFL, demande toutes les questions possibles à tout le monde, parce que tout le monde veut aider ce sport en France. C'est clair. Oui. C'est clair. Je pense que tu as super bien résumé la situation. Merci. Écoute, c'est mon premier podcast, alors merci beaucoup. Écoute, moi aussi. Je te remercie énormément de nous avoir accordé du temps. Encore une dernière question. Alors, après, je sais que mais j'ai pas envie de te lâcher de suite. En fait, je trouve tellement intéressant. Demande toutes les questions. Ouais, mais bon, on a le timing. Oui. Et puis en plus, toi, tu repars demain, donc on va falloir que tu te reposes. Ouais, mais je peux revenir sur le podcast une deuxième fois. On peut refaire encore. Carrément. Oui. On fera une saison 2. On fera une saison 2. Oui. Son évolution, surtout, on parlera de ça. Morgane, je sais que c'est très compliqué de t'avoir sur Insta. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est plus simple de t'avoir ou pas? Je te promets, tout le monde, je serai mieux sur Instagram cette année, mais aussi envoie-moi des emails. C'est mon prénom et mon nom de famille à mac.com. Tu peux m'envoyer des emails, oui. Et ça, avec les emails, je suis très bien. Et oui. Ok. Mais je promets tout le monde, je serai mieux à l'Instagram. Non, mais t'inquiète, ça on coupera, t'en fais pas, t'inquiète. Tu resteras un mythe, ok? Tu resteras une légende d'Insta. Je te pose ma dernière question. Là, je sais que du coup, tu travailles dans un établissement scolaire, c'est ça? Oui. Est-ce que tu arrives à intégrer ce sport, le lacrosse là, et intégrer surtout la culture qu'il y a du lacrosse en France dans ton établissement ou pas? Oui. Ouais, c'est vrai. Alors, mon patron et tout le monde qui travaille avec moi sache que je suis l'entraîneur féminin, et ils adorent ça. Ils pensent que c'est trop cool, ils sont trop gentils. Ils m'ont demandé quand ils peuvent acheter des t-shirts France Lacrosse. Alors je pense qu'on aura un peu plus de merch sur le site. Je leur dirais d'acheter des choses pour moi. Ouais. Ok, c'est super. Oui. Écoute, Morgane, je te remercie nous avoir accordé du temps. Merci pour toute ton patience. C'était très cool, c'est une très belle expérience. Mais non, c'était très cool. Moi, j'adore de parler de la crosse. C'est mon sport favori. Et nous, on adore t'écouter. Comme ça, au moins, tout le monde est content. C'était vraiment un réel plaisir. Et puis, écoute, on se dit à bientôt, j'espère, pour un autre épisode. Oui. Et puis surtout que, voilà, comme je disais, j'espère que dans ce prochain épisode, il y aura que des bonnes nouvelles pour toi de ton côté. J'espère aussi, on verra. Je te dis à bientôt. Et puis, merci beaucoup encore. Merci, à la prochaine. Yes, à plus. Ciao. On espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que nous, on a eu à l'enregistrer. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À très vite.